Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre. Il y a une semaine, un homme était assassiné pour ses idées dans une nation qui pourtant célèbre la liberté d'expression, alors que de l'autre côté de la Manche, des millions, parce qu'on a dit 100 000, mais c'était des millions d'Anglais célébraient la même nation, une autre nation, avec la croix de Saint-Georges. Ce qui nous amène aujourd'hui à peut-être devoir repenser, c'est en tout cas ce que nous avions envie de faire, le concept de nation. Essayer de voir aujourd'hui combien les hommes des arbres et les hommes des bateaux, comme Charles a l'habitude de les appeler, s'opposent, peut-être plus que jamais. Et dans un moment où la taxe Zuckman ne fait rien que nous diviser une fois de plus, on aimerait rappeler aujourd'hui ce qui nous rapproche. Et c'est ce qu'Alexis de Tocqueville avait fait déjà au milieu du XIXe siècle en insistant sur l'exceptionnelle dualité, l'exceptionnelle précocité, l'exceptionnalité de la nation française. Absolument. C'était déjà, en ce temps, un marqueur extrêmement fort. Mais on peut être amené à se poser la question aujourd'hui de est-ce que la nation va-t-elle de soi ? Est-ce que véritablement, et c'était Ernest Renan dans un discours qui est resté célèbre en 1882 à la Sorbonne, qui avait posé les prémices de cette volonté de vivre ensemble et de cette volonté véritablement de vouloir être une nation qui était de reconnaître qu'on avait fait des grandes choses ensemble par le passé et qu'on voulait en faire aussi de grandes dans le futur. C'est-à-dire cette histoire commune et cette envie de se projeter aussi dans les temps qui arrivent. C'était ce que Bismarck appelait la France l'orgueilleuse nation. C'est parce que, d'abord, on a inventé le concept en France, et ensuite parce que la France s'est toujours voulu une civilisation, pas simplement une nation. C'est-à-dire qu'on était une espèce de façon de vivre ensemble qui était un peu différente de celle des autres peuples. Et moi, c'est ça que... Bon, quelque part, le monde anglo-saxon a imposé sa façon de vivre ensemble, mais il n'en reste pas moins que la France a toujours proposé un modèle un peu différent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de nation, parce que dans le fond, chaque nation propose un modèle un peu différent. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité, c'est cette différence extraordinaire qu'il y a entre les nations. Et depuis bientôt 40 ans, 50 ans, en Europe, il y a un mouvement pour empêcher chaque nation d'être différente. Et bien entendu, ça touche plus profondément que la France que les autres, parce que ça va vraiment au cœur de ce qu'a été ce pays, quoi. Alors, c'est bien que tu parles des origines, parce que, encore une fois, il est toujours nécessaire, quand on veut trouver son enracinement, ses racines, de revenir aux origines. Bien sûr. Et alors, certains sont remontés aux Francs, aux Gaulois, voire aux Troyens, pour donner une généalogie prestigieuse à la nation. Alors, il y a plusieurs façons de véritablement ancrer l'histoire de la nation. Tu peux considérer que soit c'est le baptême de Clovis qui s'est passé entre 496 et 508, soit tu peux considérer que ce sont soit les serments de Strasbourg ou le traité de Verdun vers 842-843, ou l'avènement du Capet. Ces trois choses, ces trois symboles... Moi, j'aurais mis aussi la victoire de Bouvines. Alors attends, on va y arriver parce que, en fait, pourquoi je donne ces trois ? Parce que le premier, c'est le rôle fondateur de la religion chrétienne. Oui. Le deuxième, catholique. La religion catholique. Le deuxième, puisque Cambretot-Fercy, comme on y viendra aussi. Le deuxième, celui de la langue française, puisque c'était les sermons de Strasbourg et de Verdun qui sont écrits pour la première fois en langue romane quand on a séparé les petits territoires. Et le troisième, celui de la monarchie. Toi, quand tu cites Bouvines, tu veux dire, j'imagine que c'est la première fois que le peuple a répondu présent à l'appel de la nation. C'était 17 tribus sur 39 qui ont dit « Oui, on va se battre ». Et on s'est battu et on est allé se battre contre, dans le fond, quelque chose qui représentait l'empire germanique. C'était déjà, mais c'était une espèce de substitut de l'Empire romain, enfin bref. Et donc là, il y a eu une victoire d'une nation contre un empire. Et après ça, on a dit partout en Europe que le roi de France est empereur en son royaume. Ce qui voulait dire que
Le roi de France avait une puissance égale ou supérieure aux empereurs. Donc on additionnait la France, existait déjà il y a 1000 ans, quoi. Alors, tu as d'autres personnes qui, elles, pensent que la nation n'aurait pas existé avant le siècle des Lumières. Ça, c'est une grosse bêtise. Et qui voient, oui, c'est encore une fois ceux qui veulent ne voir la France que dans sa coupure avec la royauté, oui. Et donc dans le mouvement citoyen qui a pu émaner d'une révélation française. C'est une erreur complète, parce que la France... D'abord, la question qu'avait posée Jean-Paul II quand il était venu en France, c'est France, qu'as-tu fait de ton baptême? Et donc, la France, pendant des siècles, a été identifiée à la religion catholique tout en étant gallican, c'est-à-dire qu'il reconnaissait l'autorité du pape dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Donc, c'était... On y reviendra si tu veux. Alors, parce que là, c'est juste l'introduction. Autre chose qui est assez important, c'est la définition en elle-même de la nation. Tu as deux conceptions théoriques qui se sont opposées. La conception allemande, qui avait été faite en 1807 par Johann Gottlieb Fichte, qui disait que, dans ses discours sur la nation allemande, qu'il fallait trouver dans l'enracinement, dans le sang, l'origine de la nation. Alors qu'en France, nous avions décidé assez tôt de voir dans la volonté... Et dans quelque part l'indépendance. C'est un choix d'être français. Voilà. Tu n'es pas français, tu décides de le devenir. C'était ça qui avait de merveilleux. Donc pour moi, la France, quelque part, c'est une histoire d'amour, quoi. Tu aimes ce pays parce que voilà. D'abord c'est le tien, mais il y a des tas de gens qui ont aimé la France sans être français. Donc il y avait cette idée en France de laisser une place juste à l'immatériel, ce qui pouvait être le sacré, la littérature, l'histoire, le matériel, le territoire, l'État et l'idéal. Et une grande place qui laissait à l'idéal, à l'idée que l'on pouvait avoir de la nation, qui était celle du général de Gaulle, qui avait toujours ce mot très juste, qu'il avait une certaine idée de la France. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans les grands hommes qui ont mené ce pays. C'était cette idée que Charles reprend souvent aussi de moines soldats. Mais pourquoi de moines soldats? Parce qu'il y avait cette certaine idée de la France et de servir une cause, un idéal qui comment s'appelait-il celui qui a écrit La promesse de l'aube? J'oublie toujours Romain Gary. Romain Gary. Il avait une phrase que j'ai toujours trouvée belle. Il était juif, donc là-bas, du côté d'Odessa. Et il disait « Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi. » C'est exactement ça d'être français. Il a fait une guerre superbe, Normandie-Niemen, etc. Et donc, c'était un homme qui était profondément français, tout en n'ayant, ni géographiquement, ni dans le sang, quoi que ce soit de français. Mais il avait choisi la France. Alors, ce qui est assez intéressant quand tu vois, quand tu étudies la nation française, c'est que très tôt, aux origines, c'est-à-dire à partir du XIIe et du XIIIe siècle, dans l'entourage des rois capétiens, on se rend compte un petit peu qu'il va falloir enchanter le mythe de la nation pour que tout ça fasse un petit peu corps. Parce qu'il faut voir qu'on arrive dans des temps où il fallait quand même se distinguer des ducs, où il fallait quand même essayer de prendre... Il ne faut pas oublier que la nation française a été créée par un État, et que cet État a été porté par les Capétiens pendant 800 ans. Donc, ce qui avait été très intéressant, c'était en effet une victoire d'un État sur des féodaux. Il y a eu beaucoup ça. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé. Il y a la conquête des Gaules qui a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ. Et là, une soixantaine de peuples qui occupent le territoire passent alors sous la domination romaine et sont découpés en 3 Gaules, la Lyonnaise, la Belgique et l'Aquitaine. Et les Gaules rassemblent à l'époque 10 à 12 millions de personnes. Ce qui était énorme. Oui. Et on se retrouve alors avec donc l'empereur Théodose et le christianisme catholique qui devient la religion officielle en 392. Oui. Et dans la décennie suivante, les nations partiellement romanisées viennent s'installer en Gaule. On a les Francs au nord, les Wisigoths au sud-ouest et les Burgondes au centre-est. C'est ça. Et à la fin du 5e siècle, les Francs, qui représentaient que 1%, prennent alors un ascendant.
lorsque le roi Clovis conquiert l'Aquitaine visigothique et absorbe le royaume de Burgonde. Et la conversion à ce moment-là du roi et son baptême, donc Clovis, lui confère à ce moment-là une supériorité sur ses rivaux qui lui permettent d'arriver à Orléans en 511. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on perd de vue dans le fait du baptême de Clovis, le fait qu'en faisant ça, en se convertissant au catholicisme, c'est aussi un rattachement à l'époque à la force de l'Église qui va lui permettre d'acquérir cette mainmise sur tous ses rivaux, parce qu'il va y avoir à ce moment-là 32 évêques qui vont venir de toute partie de la France, et ces 32 évêques vont dire très bien, vous êtes convertis au catholicisme, vous êtes donc supérieur à tous les autres, et on va jouer dans la même équipe. Et ça va être quand même très important. Et ce que disait Toynbee, c'est que très souvent, quand un empire s'effondre, une religion monte assez rapidement, pour, dans le fond, maintenir le côté spirituel et culturel de l'Empire. Et c'est ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire que l'Empire romain a disparu, mais l'organisation de l'Église a remplacé l'organisation de l'Empire romain administrative. Et ça a été une espèce de passage. Et en devenant catholique, le chef franc est devenu, de ce fait, le roi de France, quoi. C'était... Alors, et surtout, les Francs, à ce moment-là, ils adoptent l'essentiel de la culture de la Gaule romanisée, ils reprennent la langue romaine, ils reprennent le droit public romain, et ils reprennent la culture romaine. Donc, en fait, il y a une sorte de fusion-absorption. et alors, ils conservent à peu près... Parce que les Francs se fondent dans l'Église. Oui, voilà. Se fondent dans l'Église, qui gardait tout ça, elle, qui a transmis tout ça. Mais ils conserveront, et ça sera important, on le verra pendant la guerre de 100 ans, la loi salique. Oui. Et on retrouvera... La loi salique qui était un peu un faux. Oui, qu'on a un petit peu retrouvé dans une étagère. Bon. Non, on a prouvé que c'était un faux historique, mais c'était l'idée que, dans le fond... Quand Philippe le Bel est mort, il avait, je crois, 3 ou 4 fils qui n'ont pas eu de garçons. Et à ce moment-là, ça aurait dû être, en ligne directe, les enfants de la fille de Philippe le Bel qui avait épousé le roi d'Angleterre. Donc ça aurait fait une espèce de fusion entre la France et l'Angleterre. Le monde eût été différent. Et donc, on a dit non, sur le roi de France, il ne peut y avoir que des garçons. Les filles ne transmettent pas la... Et donc c'est passé aux Valois. Et donc, c'est passé aux Valois qui étaient des cousins. C'était le neveu. C'était un neveu d'un des frères de Philippe le Bel, je crois. Qui avait eu 2 fils, mais les 2 sont morts de pleurésie et de je crois que c'est tuberculose. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, le père donc, de celui qui est devenu le roi de France, il avait cette truc, son frère avait été roi, son père avait été roi, son fils a été roi, mais lui n'a pas été roi. C'est assez rigolo quand même. Ouais. Alors, c'est assez rigolo, ça, pour la petite histoire. Comme toujours, quand on arrive à un moment de pouvoir, donc le peuple franc se cherche des origines, tu sais, un petit peu mythiques, un petit peu brillantes, et on en trouve par 3. Alors, quand on prend le récit de la Genèse, les Troyens y ont leur place, car ils descendaient eux-mêmes de Yaphé, qui est l'un des fils de Noé, et Grégoire de Tours est le premier à affirmer que le peuple franc descendrait du neveu d'Énée, héros de la guerre de Troie, fils du Troarien Anchise et de la déesse Aphrodite, dont les descendants auraient quitté l'Asie mineure en flammes, se seraient mêlés en Germanie au Sicambre, d'où la fameuse citation après au baptême de Clovis, « Cambre-toi, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré ». Tu connais la blague avec Alphonse Allais ? Zoran, vas-y. On lui avait demandé au bac de commenter Cambre-toi, fier Sicambre, et brûle ce que tu as... Cambre-toi, fier Sicambre. Et il avait imaginé la réponse, et il avait répondu à l'évêque, et c'est Cambre-toi, vieux Sicourbe. Ce qui était quand même... moi, je l'aurais mis 20, mais enfin... J'espère qu'il a mis ça en ouverture, quand même.
Et alors, c'est assez drôle parce que ce qu'il faut bien voir, moi, ça m'a intéressé dans ce livre parce que c'est... Ah oui, j'ai oublié de le présenter, ça vient de là, Éric Anseau, Histoire de la nation française. C'est qu'en réalité, il y a eu une véritable dichotomie au travers du temps entre nos ancêtres les Francs et nos ancêtres les Gallois. Les Gaulois. Les Gaulois, oui, pardon, que je dis les Gallois, oui. c'était là-bas. C'est là-bas, oui, c'est France-Galles. Et 1-0. Et pour la petite histoire, pendant très longtemps, pendant pratiquement jusqu'à François Ier, il était admis, évidemment, que nous descendions des Francs. Et puis alors, quand François Ier est capturé, et qu'on demande cette rançon et ainsi de suite... Et qu'on prend Henri en otage. Voilà, enfin, qu'il leur file, hein, parce que c'était quand même bon. Ils sont allés rechercher Vercingétorix pour dire que ce n'était pas la première fois dans l'histoire qu'un grand homme, et ainsi de suite, et qui est capturé, et ainsi de suite. Donc on ressort les Gaulois, fort à propos, pour expliquer « Ah non, finalement, nos ancêtres les Gaulois aussi, il leur arrivait des choses, et ainsi de suite. » Mais si vous parlez à des peuples en France, à des peuples différents, les Bourguignons vous expliquent qu'eux, ils ont toujours été Gaulois, qu'il n'y a jamais eu de francs chez eux, quoi. Donc vous avez une espèce de... Il y a eu aussi des peuples, des parties de la France qui sont identifiés aux Gaulois et d'autres aux Francs, quoi. C'est-à-dire que si tu étais dans toute la partie Burgonde, Visigoth... tout ce qui était un peu la Lotharingie, c'était des Gaulois. Hein. C'était des Gaulois, globalement. C'était des Gaulois. Les Francs, d'abord, ils n'étaient pas très nombreux. Puis en plus, non, ils faisaient 1% de la population. Et alors ensuite, c'est drôle parce que donc au XVIIe siècle, alors là, en revanche, se revendiquer des Gaulois, ça se faisait pas du tout. L'historien Nicolas Fréret est enfermé à la Bastille par Louis XIV pour avoir rappelé nos ancêtres les Gaulois à Louis XIV, qui disait non, nous on vient des Francs, on n'est pas... c'est-à-dire que ce qu'il disait, ce brave Louis XIV, c'est moi je viens des aristos. Oui, je viens pas du peuple. Ah mais complètement, et on le reverra plus tard à la Révolution, il y a vraiment deux idées. Donc il y avait les Francs qui étaient un peu romanisés, ainsi de suite, et les Gaulois avec du poil aux pattes. L'aristocratie était peut-être d'origine franque. Voilà, donc il y a eu tout un débat juste avant la Révolution française entre justement les pro-francs et les pro-gaulois, et il y avait véritablement, il y a eu tout un débat avec un comte de Boulainvilliers qui disait pas du tout, mais ça va, enfin, c'était des vrais débats. Hein, c'était des vrais débats. Et surtout qu'on n'avait pas beaucoup de pièces historiques pour se justifier. Maintenant, on les trouve, on les cherche, et donc on peut répondre un peu à cette question, mais à l'époque... C'était plus une question de préférence. C'était Montesquieu qui racontait, figure-toi, le débat entre Monsieur le comte de Boulainvilliers et Monsieur l'abbé du Bosc, qui ont fait chacun une configuration en expliquant, c'était la querelle des germanistes et des romanistes qui culmine à la veille de la Révolution. Oui. Et il est préférable, pendant la Révolution, inutile de dire, de se dire descendants des Gaulois que des Francs. Bien sûr, parce que les Gaulois incarnent le peuple. Et voilà. Voilà. Et il y a eu très fort cette querelle des deux Francs et des Gaulois sous la Troisième République. C'était... oui, la Troisième République, c'était déjà... On a l'opposition entre le sculpteur François Rude, qui sculpte tout un appel des Gaulois, et ainsi de suite, et Lacordaire, qui, lui, ne reconnaît la nation catholique que dans les Francs. Oui, c'est eux qui avaient choisi le catholicisme. Mais on retrouve, si tu veux, là, l'opposition, encore une fois, entre l'aristocratie, la royauté, et de l'autre côté, le peuple. Donc il est évident que la Révolution française allait dire que c'était les Gaulois qui se révoltaient contre les Francs, quoi. La défense des Gaules est présentée par le peintre Chassériau à l'exposition universelle de l'an 1855 et suscite l'admiration de l'empereur à l'époque. Et c'était la mise en avant des Gaules. En fait, avoir un Bonaparte qui se disait gaulois, c'est rigolo, mais enfin, parce que c'était plutôt des Corses, quoi. C'était plutôt des Italiens. Ils étaient plutôt de gêne que d'ailleurs, mais enfin, ça c'est un détail. Donc on retrouve l'idée qu'une nation gauloise pure, laïque et résistante convient parfaitement aux idéaux républicains, et ce qui fait qu'on la représente aussi dans le Tour de France par deux enfants, qui a été aussi un des... Que j'ai lu quand j'étais petit. Ça faisait partie des choses qu'on lisait dans l'école. On était obligés. Dans l'école républicaine, on devait lire le Tour de France de deux enfants. C'était... Voilà. Et on retrouve véritablement cette idée qui commence à être ancrée de plus en plus, que la nation, c'est en réalité une volonté de vivre ensemble, oui. Qui est opposée à toute raciologie. Une raciologie qui, elle, devient quelque chose qui est beaucoup plus de l'école allemande. Oui, l'école allemande, c'était de dire un peuple, un sang, un territoire et un chef.
ce qui était toujours un petit peu gênant, quoi. Le coup du chef, les Allemands, ils l'ont un petit peu porté trop loin. Mais la France, c'était souvent le roi catholique. Oui, alors c'est super transition, on y arrive. Parce que on peut dire que, bon, même si Clovis ne s'est pas probablement converti au catholicisme à Reims en 496 à la suite de leur victoire miraculeuse de Tolbiac, il y a eu une volonté dans l'historique de mettre ça en parallèle avec la victoire de l'empereur Constantin, qui s'était lui-même converti et avait utilisé... Une croix dans le ciel, oui. Voilà. Donc, si tu veux, il y a dans les histoires des volontés de forger des espèces de récits parallèles. Dans ce signe, tu vaincras, oui, ça fait partie des mythes fondateurs, tout ça. Et en tout cas, on peut quand même se rendre compte que l'alliance qui est nouée grâce à l'évêque de Reims, Saint-Rémy, permet à ce moment-là à la royauté de s'établir et au catholicisme aussi de prendre... Et de devenir légitime. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, à partir du moment où il est catholique, il est ipso facto légitime, c'est-à-dire légitimé par l'Église qui, dans le fond, contrôlait l'administration. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'alors que le peuple germanique va tomber dans l'arianisme, nous, la France, nous n'allons jamais connaître de schisme. Nous allons, alors parce qu'on peut parler, évidemment, on va parler de l'hérésie cathare, mais l'hérésie cathare, en réalité, ce n'étaient pas des territoires qui appartenaient à la France, c'était des territoires qui n'appartenaient pas au domaine royal. C'était le comte de Toulouse qui était libre. Donc en réalité, sur le territoire français, en France, il n'y a jamais eu de schisme, et la royauté et le catholicisme ont toujours marché main dans la main. Consubstantiel. D'ailleurs, tous ceux qui continuent à s'opposer à la royauté ou à cette partie de l'histoire de France sont anticatholiques. Parce qu'ils perçoivent très bien le roi très chrétien, c'est... Et on peut dire aussi que la France peut se vanter d'avoir été choisie de Dieu. Elle a enfanté beaucoup de saints, de martyrs, de croisés. Elle est couverte d'églises. Ce blanc manteau dont parle le chroniqueur et moine Raoul Glaber, peu après l'an 1000, il y a Cluny, Cîteaux, Saint-Denis, Saint-Martin de Tours, Prémontré, de multiples cathédrales, si bien que l'on qualifie d'opus franzigénum. Et c'est ce que disait Bernanos, la France, la terre des fous, des saints et des philosophes. Et c'est pas faux. Aujourd'hui, nous n'avons plus de fous, plus de saints et plus de philosophes, mais enfin, si on a des saints encore. Et le roi franc est alors, et on le pense, l'instrument des saints de Dieu. Voilà. Et c'est le pape Urbain II qui donne le signal pour reprendre le tombeau du Christ à Clermont en 1195. Le duc Godefroy de Bouillon, qui finalement, en prenant Jérusalem, va y fonder un royaume. Et c'est l'abbé Bernard de Clairvaux qui prêche la deuxième croisade depuis Vézelay, un demi-siècle plus tard. Tout ça, c'est des Français. Tout ça, c'est des Français. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que les gens disent les croisades, c'est pas bien et tout, mais Mahomet avait pris le Moyen-Orient, il est mort, je crois, en 660, je me souviens plus très bien de la date de sa mort, et la première croisade est aux alentours de 1200. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre les deux, c'est que tout le Moyen-Orient qui était chrétien avait été conquis par les musulmans, et ça avait fermé d'une certaine façon le pèlerinage à Jérusalem. Donc c'était une façon de réouvrir le pèlerinage. Donc les gens me disent les croisades, ça a été une abomination. La réalité, c'est que ça s'est passé 600 ans après, parce qu'il y avait eu des guerres qui avaient imposé la religion musulmane, alors que la religion chrétienne n'a jamais été imposée par des guerres. Donc on a fait un... Et donc, vous aurez compris, je suis un peu cocorico dans cette émission, mais la part donnée aux francs dans cette bataille, dans les croisés, était tellement importante que... on l'appelait le royaume franc, là-bas. Et
on appelait surtout les croisés des Francs. Oui. C'est-à-dire, dès qu'on faisait Mais il le continue, le monde arabe continue à nous appeler des Francs. Voilà, dès qu'on voyait un croisé, c'était un Franc. Donc, et on appelait cela aussi la race sainte des Francs que Dieu a élue comme son peuple et son héritage. Gesta Dei per Francos. Et ensuite, on a le roi capétien Philippe le Bel, qu'on a appelé le roi très chrétien. Philippe le Bel, c'était un peu douteux, mais parce qu'il a appelé le roi très chrétien, mais en fait c'est un gros escroc. C'est lui qui a créé vraiment l'État français. C'est lui qui a créé l'État français, parce qu'il a bien compris qu'à ce moment-là, il fallait créer une nation. Et le pape, qui était Boniface VIII, à ce moment-là, ne le voyait pas d'un très bon œil. Donc vous vous souviendrez, il y avait eu cette histoire où ils avaient envoyé Nogaret, qui avait plus ou moins soufflété, plutôt plus que moins, je pense, le Boniface VIII. Qui est mort quelques jours après, d'ailleurs. Voilà, bon. Donc, mais pourquoi ? Parce que donc Philippe le Bel s'est dit, il faut que j'incarne la nation, et donc pour incarner la nation, rien de mieux que moi-même d'être le roi très chrétien. Mais en même temps, en faisant naître cet enchevêtrement entre Dieu et lui et la France très chrétienne, c'était une façon aussi de tenir tout ça sur ses épaules et d'en faire... Et c'est lui qui a créé les moines légistes, c'est-à-dire cette espèce d'organisation autour du roi, d'extraordinaire intelligence à l'époque. En fait, Nogaret, qui a giflé le pape, c'était l'ancêtre de tous les hauts fonctionnaires français, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'était le début de la haute fonction publique française, Philippe le Bel. C'est très curieux, mais c'est... Et on y arrive parce que la nation prend vraiment toute sa forme concrète. Le roi et l'Église donc contribuent de donner cette force. Et le symbole le plus fort, et tu en parlais au début, c'est cette bataille de Bouvines, parce qu'à Bouvines, c'est 17 des 39 communes de l'État capétien, fruit de la révolution communale, qui ont librement répondu présent, dont Paris et Arras, avec de forts contingents. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont choisi librement de venir se battre quelque part en citoyen, quelque part. Oui. C'est la première grande victoire française. Et de répondre et c'est la première en tant que Français. Oui, c'est ça. Et c'est la première fois où un peuple de Manants, si j'ose dire, a battu des aristos. C'est-à-dire toute l'armée du Saint-Empire romain, germanique, etc., c'était des grands nobles. Et puis, ils se sont fait ratatiner par le peuple. Ça présugeait, ça montrait que c'est un peu ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où la levée en masse des troupes françaises a permis à la Révolution de ne pas être envahi par les autres royautés, quoi. Donc c'était un moment extraordinairement important où le peuple français est apparu pour la première fois. Alors, là, il va y avoir un autre moment important, on va revenir dessus. Tu en parlais dans l'introduction, donc on va le faire vite, mais il y avait ce miracle capétien qui a été d'avoir des descendants mâles, et puis donc Philippe le Bel, qui a un fils, Louis X le Hutin, qui va mourir de pleurésie, il avait 26 ans, et Charles IV, son autre fils, va mourir de tuberculose. Donc là, on se retrouve devant une crise de succession majeure. Et là, ça passe aux Valois, donc le neveu de Philippe le Bel. Mais le roi d'Angleterre, petit-fils du roi par sa mère Isabelle de France, revendique la couronne. Et donc, en 1337, début du conflit armé, mais en gros, c'était aussi parce que Philippe le Bel avait confisqué la Guyenne en amont, qui était toute la région, donc autour de Bordeaux. Et ils n'étaient pas très chauds pour se faire confisquer la Guyenne. Et à ce moment-là, Édouard d'Angleterre prend le titre et les armes de France en s'affirmant devant Philippe de Valois. Et c'est important parce que les conseillers royaux vont à ce moment-là dire « Non, le titre de roi ne permet pas d'être propriétaire du pays. » Et il développe l'idée que le pays est une res, donc une chose, en droit publica, une chose publique, qui surpasse quelque part la personne du suzerain, du souverain. On ne peut pas être roi si les gens ne veulent pas que vous soyez roi. Et donc c'est important parce qu'avant ça, c'était comme si le roi était au-dessus du peuple. Et là, on dit non, c'est une entité, une res publica, une chose publique qui est sa propre chose. Elle a un peu comme une personnalité morale, quoi. Et vous ne pouvez pas véritablement la mettre comme un gant ou l'enlever, la remettre. Et ça ne peut pas appartenir à quelqu'un qui n'est pas français. Voilà.
Alors, on retrouve effectivement dans la bibliothèque Saint-Denis cette loi salique. Oui, on la retrouve. En fait, elle n'existait pas, mais il y avait d'habiles faussaires à l'époque. Et là, c'est un autre moment très important ensuite de l'histoire, c'est le moment du royaume des Bourges. Parce que lorsque les Bourguignons reprennent Paris en 1418, après avoir été chassés par les Armagnacs, le dauphin Charles, fils de Charles VI, qui est alors âgé de 14 ans, se replie dans ses terres ducales de Touraine, de Berry et Poitou. Et c'est une jeune paysanne qui va jouer un rôle capital dans l'inversion du cours de la guerre. Et c'est là qu'il y a la chanson que chantent les enfants qui ne connaissent pas leur histoire. C'est Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Parce que c'était le seul endroit où le roi de France avait encore une présence. Donc c'était l'endroit, c'était la chanson pour dire, à partir de là, Jeanne d'Arc est arrivée et le roi de France s'est rétabli, mais à un moment, il avait un tout petit domaine qui était vraiment rien du tout. Quoi. Qui était rien du tout. Et elle fait le siège d'Orléans. Elle insuffle tellement de foi aux Orléanais que les Anglais vont lever le siège dans la nuit du 7 au 8 mai 1429 devant la force de cette petite bonne femme, et elle conduit Charles VII au sacre à Reims en juillet 1429, et la suite vous la connaissez, elle sera brûlée en 1431. Mais pendant son procès, elle a eu une remarque que j'adore, c'est que l'évêque Conchon, qui était vendu aux Anglais, lui pose la question, donc Dieu préfère les Français aux Anglais? Et la réponse de Jeanne d'Arc, c'est Dieu préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. C'est la définition même de la nation, si tu veux. Dieu il aime beaucoup les Anglais, mais il les aime en Angleterre. Et donc, il faut retenir de tout ça que la monarchie capétienne a joué un rôle fondamental c'est essentiel. Dans la naissance de la nation française. Et la liaison monarchie-église, c'est ça qui a créé la France. Oui. Et ce qu'on a pu apprendre aussi de cette histoire de Bourges, du roi de Bourges. Du roi de Bourges, de Charles VII, c'est que d'un grand péril naît un renforcement. L'idée commence à germer que si l'on doit prier pour le roi, on doit aussi prier pour la France. Et naît alors cette grande idée aussi qu'en serait poudre devenue, encore France demeurera. Que je trouve très beau. Très beau. Je vais pleurer parce que ça fait ça chaque fois. C'est ce que disait, quelque temps après, du Bellay, c'est France, mère des arts, des armes, des lois. Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle, or comme un agneau que la nourrice s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Donc vous voyez, c'était au moment donc sous François Ier, cette notion de France était déjà extraordinairement prégnante. Donc il y a eu cette épreuve de la guerre de 100 ans. On a eu ensuite 8 guerres. Il y a eu aussi la Grande Peste. La peste qui a fait baisser la population d'un tiers ou de la moitié. Il y a eu des famines horribles, évidemment. Il y a eu des famines horribles, la Grande Peste, il y a eu les grandes compagnies qui pillaient la France. Donc ce siècle-là a été un siècle de grand malheur, quoi. Il y a eu les guerres de religion qui succédaient de 1562 à 1598 et qui a peut-être permis d'une certaine façon aussi à la monarchie de s'affirmer. Ça a fait comprendre, ces guerres de religion, un certain nombre de penseurs, qu'il fallait peut-être aussi un État un peu fort pour arrêter les desiderata des uns et des autres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a Catherine de Médicis qui part avec son fils dans un grand tour de France. Le dauphin est alors très jeune, je crois qu'il a 12 ans, quelque chose comme ça. Et ils font quelque chose d'assez inégalé, c'est-à-dire qu'ils vont véritablement au contact du peuple. Ils montrent le roi au peuple. Ils montrent le roi au peuple et ça permettra aussi d'avoir une certaine consolidation de la ça a France. montré à toutes ces régions où parfois on ne parlait pas d'ailleurs tellement le français. On ne parlait pas le français du tout, oui. Quand vous alliez dans le sud-ouest, etc., ça a montré que le roi existait, que c'était pas quelque chose de... C'était un homme. Et il y a eu aussi une nécessaire évolution du droit français à partir du milieu du XVIe siècle et l'édit de Villeray-Cotterêts
qui est le début d'un code, d'une ordonnance générale. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait aussi, on est très loin d'un code civil encore, parce qu'on est dans des pays de coutumes, surtout des coutumes qui peuvent être très différentes quand vous êtes en Pays d'Oc ou en Pays Basque. Ou en Lorraine ou en Béarn, c'était pas pareil. C'était pas pareil, mais l'idée d'un terreau commun de loi qui aurait eu un peu de sens. Et donc, c'est le but de cet édit de Villeray-Cotterêts. Qui était en français aussi. Oui, bien sûr. Et c'est le début sous les Valois de l'Académie française, de Malherbe, et le développement aussi de certaines élites locales qu'on n'avait pas autrefois. L'Académie française, c'est Richelieu. Je sais pas. Il y avait des sociétés savantes qui se sont créées à ce moment-là, mais l'Académie française, ça a été créé par Richelieu, c'est-à-dire vers 1640, quoi. 1630, oui. Attends, Henri IV est mort en 1610, donc ça a dû être, c'est ça, vers les années 1630, l'Académie française. Alors, tu reprenais tout à l'heure l'idée, quand on parlait de la res publica, l'idée que la nation ne pouvait être imposée que si elle était consentante, et ça s'appuie aussi sur un édit qui avait été promulgué par Charles Le Chauve en 864, et opportunément rappelé par Montesquieu plus tard dans l'Esprit des lois en 1748. Et les philosophes des Lumières qui vont arriver vont renforcer l'idée que, dans cet universalisme et ce cosmopolitisme, que on ne pourrait pas imposer des choses à la nation, et que la nation, quelque part, est une émanation du peuple aussi. Et on commence à avoir cette distorsion avec... La nation ne vient pas du roi et imposée ensuite, elle vient en fait de la base et devrait remonter, quelque part. Et c'est Condillac qui dit qu'un bon régime politique doit être adapté à l'esprit national et au climat du pays auquel il s'applique. Donc c'est aussi des idées de la nation qui commencent à devenir... À prendre une forme, une indépendance par rapport à celui qui la gouverne. Et surtout que ça ne doit pas être simplement la somme de ses habitants réduit à l'état de sujet, mais le commun de ses citoyens. C'est ça. C'est la personne morale. Voilà. Et puis arrive Valmy. Et qui était un peu l'équivalent de Bouvines. L'équivalent de Bouvines, le 20 septembre 1792, où les soldats français crient « Vive la nation !» Oui. Et Goethe écrira alors « En ce jour commence une nouvelle époque de l'histoire du monde ». Et c'est tout à fait exact. Et à ce moment-là, Goethe avait arrivé cette Révolution française avec énormément d'espoir et tout. Et la conséquence de la naissance de la nation française, ça a été la naissance de la nation allemande avec Bismarck, de la nation italienne, la consolidation de la nation anglaise qui avait une formule différente. Mais je veux dire, de la Révolution française vient le nationalisme, et qui a ensuite déclenché les guerres de... Donc là, on a raté une marche, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a, pendant la Révolution française, on a essayé de faire croire aux autres nations que le peuple français était un peuple supérieur à eux. Et les Français le croyaient, d'ailleurs. Et donc, ça aussi, ça n'a pas plu, quoi. Donc, c'est bien la nation, mais quand ça amène au nationalisme, ça a des conséquences lointaines qui sont pas toujours agréables. Et alors, on a... dans cette espèce de troisième âge de la nation française qui arrive post-Révolution française, que j'ai laissé de côté parce que j'aime pas vraiment ce qui est ressorti de là. Non, c'est-à-dire que l'émergence du nationalisme français a été une énorme erreur. C'est-à-dire qu'on a créé une idole. Et on a créé une idole parce qu'on sortait de la religion chrétienne en même temps. Donc il fallait créer un dieu de substitution, et c'était la nation française. Et ça a eu des conséquences politiques, etc., sur l'Europe qui ont été... ça a amené à toutes les guerres du XXe siècle, quoi. Et donc on arrive au cours du début du XIXe siècle, et à ce moment-là, suivant une enquête officielle de 1863, le français n'est pas encore couramment parlé dans plus de 22% des communes du pays. Alors, arrive par la suite la guerre de 1870.
qui, pour la plupart d'entre vous et la plupart des gens qui regardent actuellement, a été complètement effacé des mémoires à cause de la violence des 2 guerres qui l'ont suivi. Mais en réalité, ça a été à l'époque, et pas simplement pour les familles alsaciennes qui furent les nôtres, mais un énorme déchirement parce que à ce moment-là, il y a véritablement eu des familles qui pouvaient se sentir françaises de cœur, qui se sont retrouvées du mauvais côté d'un territoire et donc obligées d'être rattachées de l'autre côté, ou inversement. Et donc, on s'est quand même posé pratiquement la question de, mais en fait, qu'est-ce qui définit mon appartenance ? Qu'est-ce qui définit le fait que je sois français ou allemand ? Est-ce que c'est véritablement des États qui doivent subjectivement bouger des frontières à 100 km ? Et est-ce que moi, j'aurais pas le droit de me sentir plus ou moins français parce que je me sens français ? Mes ancêtres alsaciens ont quitté l'Alsace pour rester français. Et donc, ça a été... mais là, c'est justement le moment où le nationalisme est apparu. Dans le fond, c'était... la nation française, en 1870, a été vaincue par la nation allemande. Prussienne, plus exactement, parce que c'était pas allemand, c'était prussien. Et ça a laissé des traces très profondes, surtout que la grande erreur de Bismarck, ça a été de prendre des territoires à la France. Il a pris l'autre côté du Rhin pour éviter que la France n'envahisse l'Allemagne. Mais ça a amené directement à la guerre de 14, quoi. C'était où là, ça a été le suicide de l'Europe. C'est-à-dire qu'aussi paradoxal que la paresse, l'émergence de la nation, des nations en Europe, a conduit à la destruction de l'Europe. Bien sûr. C'est un des paradoxes parce que ces nations, quelles qu'on le veuille ou non, avaient cessé d'être chrétiennes. C'est-à-dire que... C'est ce que j'ai essayé de faire subtilement comprendre oui. avec ma première partie en laissant de côté la Révolution française. Mais je l'avais fait super subtilement, vous l'aurez perçu. Donc, si vous voulez, on a vraiment créé des idoles qui étaient la nation. Les Anglais disaient le peuple d'Angleterre est le premier du monde, les Français disaient pas du tout, les Allemands disaient c'est nous les meilleurs et tout. Donc à partir de ce moment-là, où vous prétendez être le meilleur au monde, si vous vivez à côté de l'autre qui prétend aussi être le meilleur au monde, vous devez vous mettre sur la gueule. Bah, ça devient un concours de qui fait pipi le plus loin. Donc, exactement. Et à ce moment-là, on a des bêtises, on a des trucs. Et ce qui est curieux, c'est que celui qui est arrivé à dominer le monde après, c'était les États-Unis, qui s'étaient transformés en nation, mais qui pendant longtemps n'ont pas eu d'ambition territoriale, impériale. C'était des Européens, mais jusqu'en 1917, ils n'en avaient rien à foutre de ce qui se passait en Europe. Ils étaient chez eux, ils étaient américains, c'était dans la Bible, la ville sur la montagne, c'était l'endroit où... Oui, mais paradoxalement, si l'on doit revenir au point antérieur, qui était celui du rapport à Dieu, les États-Unis, bien qu'ayant toujours affirmé une laïcité, ont un rapport à Dieu très fort et dans la Constitution. Et on l'a vu ce week-end dans le rapport à Charlie Kirk. Parce que Charlie Kirk, il parlait de Dieu tout le temps. Oui, mais depuis 1956, aux États-Unis, ils ont sur leur billet « In God we trust ». Oui. C'est pas rien. Non. Et pour des gens, des post-communards comme nous en Europe, en France, on pourrait être choqué en disant mais enfin c'est quoi ça ? On jure sur la Bible. On jure sur la Bible, absolument. Et la parole donnée a encore une valeur. Mais tout à fait, c'est même la base du droit, c'était quand vous aviez donné votre parole, c'était fini. Et Clinton est tombé à cause de ça, pas parce qu'il s'était fait hum par une stagiaire, mais parce qu'il avait menti sur le fait d'avoir été... il a été impeach, mais le Sénat ne l'a pas déposé. Oui, mais enfin, il a été impeach. C'est pas parce qu'il avait fait des galipettes avec une petite, c'est parce qu'il avait menti sur le fait d'avoir fait des galipettes. Voilà, il avait juré que ça ne s'était pas produit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis, pendant longtemps, des Européens qui étaient restés chrétiens, n'ont pas participé à cette course au nationalisme. Et puis, depuis 25-30 ans, ils ont décidé d'y participer et ça ne leur réussit pas, quoi. Alors oui, j'ai oublié de parler de l'importance, en fait, à ce moment-là, de la mise en place de cette nation, qui est d'abord arrivée par le Code civil, en 1804, qui a quand même été une œuvre absolument prodigieuse, parce qu'on avait des pays, encore une fois, de coutumes, de droit écrit qui allaient un peu à droite et à gauche. Donc on a
tout standardisé. Ça a été un boulot quand même absolument remarquable, donc ce code civil. Bon, à tort ou à raison, parce qu'après, il y a eu des choses sur le droit des successions, sur le droit d'aînesse et ainsi de suite, qui ont fait un peu des bêtises ensuite sur la natalité. Ça a effondré la natalité en France, puisqu'il fallait partager équitablement le domaine avec tous les enfants. Donc, Et puis on commence à voir cette chose merveilleuse que furent les hussards de la République, quelque part, qui... Cet effort énorme, qui était un effort qui avait commencé avec l'Église catholique, parce que la plupart des gens savaient lire et écrire en 1780, donc on dit que c'est pas vrai du tout, ils n'étaient pas du tout illettrés, mais ça a été un effort qui a été fait justement pour éduquer. Et là, ça a été un grand moment, c'est-à-dire où dans le fond, on a fait monter les élites, non pas de façon héréditaire, comme ça se produisait toujours, mais par l'éducation, par en dessous. Et ça a été un grand moment quand même, ça a été superbe. Si tu veux, entre 1882 et 1900, l'analphabétisme tombe de 14,6 à 4,3 pour les hommes. Voilà. Et de 22,6 à 6,3 pour les femmes. Il y avait quand même 80% des gens qui savaient déjà lire et écrire, tu vois, ce qui n'était pas rien, quoi. Mais surtout, ça a permis les grandes écoles, les universités qui existaient depuis, qui avaient été la création de l'Église, qui existaient à Toulouse, Montpellier, Paris, etc. À ce moment-là, vous avez eu une montée, et je crois que c'est une des rares fois une montée vraiment de grands esprits qui venaient de tout en bas. Et c'est ça que je reproche beaucoup à l'éducation actuelle, c'est que aujourd'hui, la quasi-totalité des élites viennent de 30 jardins d'enfants à Paris. Donc, ce mouvement qui avait été initié par la Troisième République, il s'est arrêté aux alentours des années 60. Alors justement, le tournant de passage au nouveau millénaire. Si tu regardes, en octobre 71, tu as le film Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet, qui traduit quand même ces enfants de classe moyenne des 30 Glorieuses qui étaient fils d'émigrés, donc il y avait Michel Piccoli, Serge Adriani et Yves Montand, et qui se sentent dépassés par l'évolution sociétale et qui sont menacés par la situation économique. Et donc, en fait, c'est un peu ce tournant, tu vois, dans les années 70, auquel on assiste dans la société de Vincent, François, Paul et les autres. C'est-à-dire que Vincent, Paul, François, c'était des gars qui avaient beaucoup travaillé pour arriver là où ils étaient. Et puis, voir arriver des gars... on commence à arriver dans ces transferts sociaux qui nous donnent le problème dans lequel on est aujourd'hui. Et... C'est-à-dire que c'était l'école de la Troisième République, avec les boursiers, etc. C'était une école qui cherchait l'excellence et la promotion par l'ascèse et l'effort. Et puis d'un seul coup, on a bougé dans une société où c'était, dans le fond, si tu avais beaucoup bossé, si tu avais bien réussi, etc., tu n'avais aucun mérite, parce que pendant ce temps-là, tu ne t'occupais pas des autres qui étaient restés en bas. Et donc, on est passé d'une société d'ascèse, d'effort, de mérite, à une société il faut aider les faibles, et donc toute la législation sociale a été faite pour récompenser l'échec. Alors avant, la législation sociale, les bourses, c'était pour promouvoir l'effort. Et puis d'un seul coup, on dit non, promouvoir l'effort, c'est pas une bonne idée. Il faut aider ceux qui n'y arrivent pas. Et certain que mai 68 n'ayant pas forcément aidé à la turbine ça a été un effort. Plus. Et donc on est passé dans une société où tu subventionnes l'échec. Et ben, comme disait Charlie Munger, le copain de l'associé de cet immense financier américain Warren Buffett, il disait montrez-moi les incitations et je vous montrerai le résultat. Donc on est passé d'une incitation d'ascèse et d'effort à une incitation de récompenser l'échec. Aujourd'hui, on en paye le prix, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis les 20 dernières années ? On a les travers qui sont apparus au cours des périodes précédentes, une crise de la démocratie, une déconstruction de l'État, un effondrement de la démographie. Un effondrement du système scolaire. Un effondrement du système scolaire. Une remise en cause de l'indivisibilité et de la laïcité et remise en cause totale des fondements de la nation républicaine.
Près de 2/3 des Français interrogés ont le sentiment d'un déclin du pays. On a une vraie crise démocratique. On a une crise, non pas de la démocratie, je crois pas, on a une crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire que le système de sélection des élites n'amène plus des gens compétents au sommet. Et donc les Français se rendent compte qu'ils sont gouvernés par des clampins incompétents. Et c'est là où est le vrai problème. Et cette classe dirigeante s'auto-reproduit et empêche toute concurrence de l'extérieur. Donc, la réalité, c'est que la France aujourd'hui est gouvernée par des gens incompétents qui sont arrivés là parce qu'ils étaient incompétents, puisqu'ils avaient été choisis pour être incompétents, si j'ose dire, par les gens puissants. Et alors, une chose très importante, c'est que quand on parle de la nation, on s'en est rendu compte en expliquant tout ça. Ce qu'il y a de très important, c'est non seulement de connaître ses racines, on vient d'en parler aujourd'hui, mais aussi d'avoir un désir d'avenir. Oui. Or, aujourd'hui, moi, quand je parle aux gens, j'ai l'impression qu'ils ont envie, ils ont toujours cette envie, ce désir d'avenir. Mais simplement, c'est très difficile de le faire incarner et d'avoir une visibilité sur ce qu'on pourrait faire. On a, et tu en parlais souvent, un déficit d'admiration aujourd'hui. On a un déficit d'admiration vers qui regarder, vers qui se dire « Ah ben tiens, voilà un homme ou une femme d'État, j'ai envie qu'il me tire vers le haut, même en tant que personne, cette personne m'intéresse. » Les hommes aujourd'hui au pouvoir, d'abord ne se projettent pas dans l'avenir, et un avenir dans lequel la France aura une place, mais ont essayé de détruire l'idée même de la nation pour remplacer la nation par l'Europe. Et l'Europe, si vous voulez, c'est une civilisation, mais c'est pas une nation. Qui va aller mourir pour l'Europe ? Qui va faire Bouvines pour l'Europe ? Qui va faire Valmy pour l'Europe ? Personne, mais surtout ce qu'il y a d'étonnant, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas d'équipe de foot, il n'y a pas d'équipe de rugby européenne. Tu vas pas aller mourir pour un taux directeur ? Tu vas pas. Et puis en plus, pour Madame von der Leyen, ce que disait Jean-Paul II, qui était très profond, c'est que la démocratie ne peut exister que dans une nation. Parce que dans une nation, comme tu aimes la nation, tu aimes ton pays, tu acceptes quand tu es défait aux élections en disant « je gagnerai la prochaine fois ». Mais prenons un exemple. Si les Allemands dominent en Europe parce qu'ils sont les plus nombreux et les plus riches, je ne l'accepte pas. Je ne peux pas accepter une domination des Allemands parce que je suis d'une famille alsacienne, etc. et ça me fait braire. Donc j'accepte parfaitement que des gens de gauche soient nommés en France, gouvernent et tout, parce que la prochaine fois on les battra. Mais je ne peux pas accepter. Donc, comme toutes les souverainetés sont passées à l'Europe, par définition, elles sont passées dans un système non démocratique et qui enlève tout futur et tout espoir de changement. Donc, on se retrouve dans une situation où nos élites ont tout fait pour que la nation disparaisse et le substitut ne satisfait personne. Donc, on a créé un truc, on a créé la tour de Babel. La seule solution, ce serait la tenue de référendums. Mais bien sûr. Ou l'organisation d'une série de référendums. Et il faut rendre la parole aux souverains, au peuple. Parce que, encore une fois, alors, premier truc, on nous a posé la question pour Maastricht. Nous avons répondu non. On nous a dit, vous en voulez pas, vous l'aurez quand même. Et ce traître de Sarkozy nous a collé Lisbonne. Très bien. Donc maintenant... qui était donné toutes les souverainetés à cette espèce de magma qu'est l'Europe, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il est grand temps de s'en rendre compte. Les paysans crèvent, ce qui nous reste d'entreprises crève aussi, et les semi-habiles qui tiennent les médias sont en train de nous pomper l'air avec une taxe Zuckman pour savoir si on peut prendre 2% aux gars qui ont réussi à faire du pognon en Asie, parce que ça serait très mal qu'ils fassent du pognon là-bas. Ce qui n'est absolument pas la question. La seule question, c'est 1, votre souveraineté, et 2, garder votre liberté. Il ne peut pas y avoir de liberté sans souveraineté, si vous voulez. Donc nous n'avons plus de souveraineté juridique, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, nous n'avons plus de souveraineté quasiment militaire puisqu'on est rentré dans l'OTAN, c'est encore Sarko. Comment il s'appelle, je vais dire Mitterrand, Macron est allé reconnaître la Palestine. Est-ce qu'on nous a posé la question à nous ?
on pourrait faire un référendum sur des questions quand même qui nous touchent un petit peu. Très intéressant. Ce serait intéressant de dire, voilà, en tant que France, est-ce que vous pensez que nous devons, oui ou non, reconnaître l'État de Palestine ? On vote oui, on vote non. Enfin, il me semble que c'est quand même une question fondamentale pour le peuple. Pour le peuple, d'ailleurs, il y a Villiers qui a lancé un référendum qui est à 1,7 million ou 1,8 million pour demander un référendum sur l'immigration. Ça me semble un sujet important. Mais quels que soient les sujets, aujourd'hui, on est en capacité d'organiser des référendums. Avec un téléphone, vous pouvez voter 3 fois par jour. Hein. Les Suisses y arrivent très bien. Ne me dites pas que ça serait un problème d'échelle, parce que quand il est question de dissoudre et de rappeler les gens aux urnes, alors là, il y a visiblement plus de problème. De toute façon, encore une fois, on a 130 comités qui nous coûtent des milliards par 1300. an. Voilà, bon, ne venez pas m'expliquer que c'est une question de sous. Quand on veut, on peut. La vérité, c'est qu'ils n'en ont rien à faire de ce qu'on pense et qu'au contraire, ils veulent pousser vers un fédéralisme qui leur permettrait d'être cooptés les uns les autres et de ne plus jamais avoir à se présenter devant les urnes et de pouvoir faire une petite recette de cuisine, un fond de sauce où ils se mettraient entre eux, cooptés, avec des ventes valériennes, des Drahi, des Macron, et voilà. Et ce qu'on voit très bien, des cours des comptes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la Cour des comptes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont tous les 3 présidés par des socialistes qui ont été partisans de tous ces abandons de souveraineté, et ô combien. Et la dernière fois qu'il y a eu une candidate présidentielle aux socialistes, c'était Madame Hidalgo, elle a fait 1,5% des voix. Donc, le Parti socialiste contrôle tous les rouages de l'État alors qu'il ne représente plus rien dans la nation. Et là aussi, c'est un problème. Ça n'est pas normal, par ailleurs, que les souverainistes représentent aussi peu. Et indépendamment du fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre, parce que, pour toutes les raisons qui font qu'ils ne peuvent pas s'entendre, qui sont des raisons personnelles, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression, dans les médias et ainsi de suite, qu'il y a quand même une voix, et cette voix n'est pas représentée. Et jamais, je crois, dans l'histoire, y a-t-il eu aussi peu de capacité de représentation, alors que nous sommes censés être un pays démocratique. C'est-à-dire que nous n'avons, en fait, pour parler tranquillement, le souverain, c'est-à-dire que le peuple français n'a plus voix du tout au chapitre pour savoir ce que sera son avenir. C'est décidé à Bruxelles ou c'est décidé par des gars qui ont décidé que ça serait décidé à Bruxelles. Donc aujourd'hui, le souverain n'est plus en position de changer les choses, ce qui veut dire que politiquement, quand le souverain est contraint au silence, ce sont des situations pré-révolutionnaires, parce que ça ne peut pas durer. Vous ne pouvez pas gouverner un pays contre son peuple. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense que ce que tu dis est très important, et je pense que nous sommes devant des temps très dangereux. Nous sommes devant des temps très dangereux, parce que c'est là où le parti de l'étranger, comme disait De Gaulle, peut s'affirmer. C'est Mélenchon. Potentiellement, ça pourrait nous amener dans une guerre civile. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire aussi en poussant des communautarismes. Oui, c'est ça. En fragmentant la société, au lieu de se rappeler ce qui nous lie, ce qui nous unit, ils cherchent au contraire à fragmenter en autant de petites pièces de puzzle qui seront orphelines. Surtout en cassant le peuple français entre couleurs, religion, préférences sexuelles. Donc, si vous voulez, on vous fait des espèces de petites ségrégations. Donc, si vous êtes un homme blanc, père de famille et vaguement chrétien, à ce moment-là, si vous voulez, vous avez quasiment pas droit à la parole, parce que vos convictions, votre travail heurtent. Je sais pas quoi, les LGBT, les musulmans, les noirs, mais tout ça, ça n'existe pas. La base du christianisme sur laquelle la France a été fondée, c'est que nous serons jugés selon nos mérites individuels et non pas d'après la couleur de notre peau, etc. Donc, tout ça, c'est un effort essentiel pour déconstruire les racines chrétiennes de l'Europe, de la France. Tu vois, dans ce rassemblement de Charlie Kirk, c'est assez intéressant, si tu regardes sociologiquement, c'est que plusieurs journalistes américains, français, se sont élevés pour dire « Regardez comme ce rassemblement, qui était fait dans la dignité,
en hommage à Charles Leclerc, ressemble à un manifeste nazi. Quelle connerie. Tu l'as vu C'est aussi. exactement le contraire. Alors, mais regarde, c'est intéressant. Ça veut dire que tout ce qui agrège la nation, pour eux, est nazi. C'est horrible, Combien doit-on détester la nation pour en arriver à cette conclusion ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui leur fait peur, c'est le potentiel d'un peuple à ne marcher main dans la main. C'est ça qui leur fait peur. C'est bien la preuve qu'ils veulent nous séparer en autant de petites individualités, parce que tout ce qui fait cohésion, tout ce qui permet la cohésion entre nous... C'est tout à fait exact ce que tu dis, et c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là détestent leur pays. Ils détestent leur pays, et avant, nous avions un roi en dessous duquel, nous avions notre Église avec laquelle, et aujourd'hui, dans des drames comme celui-là, alors que le peuple cherche ensemble à trouver des réponses à un acte qui n'en a pas malheureusement, eh ben, ils disent « Regardez comme c'est horrible, c'est les heures noires ». Regardez, si je peux me permettre, ceux qui ont le mieux résisté aux nazis, c'était les catholiques. Encore une fois, la Pologne, qui a toujours su conserver son identité, même quand elle avait perdu sa souveraineté, a toujours su rester une. Et le moment où elle a pu retrouver sa souveraineté, cette nation s'est agrégée, parce que son identité, elle l'avait conservée. Donc conservons notre identité. D'une certaine façon, la Russie, une fois qu'ils ont sorti de ce cauchemar qui était le communisme, ils sont redevenus très orthodoxes. Vous voyez, les églises sont pleines en Russie. Donc. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce qu'était la nation française et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Si vous cherchez, quelqu'un cherche à vous diviser, ne l'écoutez pas. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit regarder du côté des États-Unis, c'est voir aussi aujourd'hui comme... Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, ils semblaient tous complètement tomber dans le mur du wokisme. Aujourd'hui, regardez, ils ont pu se relever quand même et avoir ce formidable témoignage de force humaine dans un moment aussi difficile. Et moi, ça me donne quand même, d'une certaine façon, de l'espoir. Et la veuve de Charlie Kirk a fait un discours et elle a dit « Je pardonne à celui qui a tué mon mari ». Eh bien, c'est admirable. Ça n'a rien à voir avec le nazisme. Et ceux qui disent ça, qui disent le contraire, sont des crétins et des assassins. Sont des personnes, j'espère qu'ils seront poursuivis en justice pour diffamation, parce que déjà, ça leur ferait les pieds. Voilà. Voilà, donc, il ne faut pas confondre la nation et le nationalisme. Il faut pas penser que parce qu'on aime son pays, on déteste les autres. J'en suis la preuve vivante, puisque j'aime beaucoup mon pays et j'ai vécu dans tous les pays du monde. J'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre. Et j'ai beaucoup aimé ces pays aussi. Et j'ai compris ce qu'était la raison pour laquelle ils étaient nation. Et donc... Moi, j'ai toujours été très fière d'être française à l'étranger. Moi aussi. Très fière. Et j'aurais rien voulu être d'autre. Moi non plus. Mais en même temps, j'étais très content de voir que les Anglais étaient différents, parce qu'ils avaient des qualités différentes. Et les Anglais me disaient toujours, vous êtes le seul Français que j'ai jamais rencontré qui comprenne la nation anglaise, ce qu'était l'Angleterre. C'est pour ça que je m'attendais à ce que les Anglais votent pour le Brexit, parce que ça me semblait normal avec ce qu'ils étaient. Tout le monde pensait que j'étais fou, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, comprendre ce qui unit les autres n'est pas automatiquement une mauvaise chose, et essayer de promouvoir en France ce qui unit les Français me semble aussi une notion importante, plutôt que de promouvoir ce qui les divise, quoi. Quand je vois que Mélenchon dit que s'il était dans un pays où il y avait que des yeux bleus, il se sentirait très mal. Mais qu'est-ce qu'il a contre les yeux bleus, ce con? On n'a rien fait, c'est pas nous. Non, mais tous les deux, on a les yeux bleus. Et je m'en fous. Et sur mes enfants, il y a que toi qui as les yeux bleus, d'ailleurs. Mais non. Paumen et Héloïse ont les yeux bleus. Ah non, mais mes enfants. Ah oui. Il y en a eu 3 qui ont eu les yeux marrons. Ah oui, il y je en a suis qui a la les seule. yeux bleus. Et alors mes enfants, il ne change rien. Ouais. Donc, ce cornion de Mélenchon qui dit s'il y a trop d'yeux bleus, je ne me sens pas bien, c'est du racisme. Voilà. En attendant, je ne peux que vous inciter à lire ce livre, Histoire de la nation française, du mythe des origines à nos jours, que j'ai pris par Éric Anseau, dont j'aime bien la plume et que j'avais déjà lu par le passé dans une histoire de France, enfin bon, voilà, qui est publié chez
Talandier, que j'ai pris complètement au hasard chez le bouquiniste parce que voilà, j'avais envie de vous parler de la nation. Et donc, j'ai passé mon petit week-end dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir toutes ces notions. Vous savez, on a parlé des femmes, on a parlé des hommes. De temps en temps, à l'Institut des libertés, on parle d'autre chose que de l'économie ou de la politique. Parfois, ça vous plaît, parfois pas. Mais parfois pas, mais voilà. c'est extraordinairement important, cette notion de nation. C'est la base si vous voulez, la nation permet l'émergence de groupes plus petits, les clubs de football, les universités, etc. Tandis que l'Europe cherche à détruire pour que vous soyez seul face à un immense pouvoir. La nation, elle fait naître en elle des groupes organisés qui, dans le fond, sont heureux de faire partie de la nation et d'être reconnus. Donc, la nation, c'est l'aboutissement d'une volonté de vivre ensemble, quoi. Voilà. Et Jeeves nous a beaucoup aidés. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je l'ai rarement senti ronfler aussi fort. Ça devient de pire en pire. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on refera une petite émission d'économie, je pense. Mais en tout cas, j'étais très contente de faire celle-là. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous en voulez plus des comme ça, moins des comme ça. Mais en tous les cas, ça ne changera rien parce que je la ferai toujours. Non, mais on fait des trucs un petit peu au hasard. Quand on avait fait celui sur les hommes et sur les femmes, qui a été les plus regardés, on a fait 350 000, 400 000, 500 000 vues, ce qui était incroyable. Là, si vous voulez, c'est vous parler de quelque chose dont les élites refusent de vous parler. Et c'est ça qui est d'extraordinaire, c'est que les élites ne s'appuient plus sur la volonté du souverain, le peuple, mais elles s'appuient sur des arguties juridiques de cours de justice qui sont à l'extérieur. Elles s'appuient sur des idées de créer une Europe. Donc, elles n'ont plus comme but de faire vivre une nation, mais de la détruire. Et c'est extraordinaire d'arriver dans un système politique où le but des élites, ce soit la destruction du peuple souverain qui les a portés au pouvoir. C'est incroyable. Moi, je trouvais important aussi de pouvoir recontextualiser l'identité sans en passer par un certain racialisme qui parfois me gonfle un peu de certains. Voilà. Et j'aime beaucoup en cela la définition de Renan qui parle d'avoir une nation parce que c'est un choix de vivre ensemble. Et encore une fois, tu parles souvent de cet épisode de mon grand-père quand il était à Mostaganem qui demandait à chaque fois un volontaire pour hisser les couleurs de la France. Oui. Et chaque fois, il y en avait un et chaque fois, il était tué par le FLN. Et pourtant, à chaque fois, il y en avait un parce qu'il était fier d'être français. Et quand mon grand-père est revenu en France, il est revenu avec tous ses harkis, leurs femmes et les enfants. Parce que faire le choix d'être français, c'est le choix d'appartenir à une grande nation qui aussi sera là pour vous. Voilà. Et j'aimerais bien que notre nation soit un peu là pour nous aussi, de temps en temps. Elle sera là dans l'histoire parce qu'elle nous regarde, mais voilà. Non, mais c'est très important, c'est-à-dire la nation, c'est l'endroit, c'est la protection ultime. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.